Je n'ai jamais d'avis sur rien et c'est pour ça que j'aime tellement le théâtre qui me permet, à chaque fois que je joue un personnage, d'avoir le point de vue du personnage. Mais si j'en jouais un autre, ben, ça serait un autre point de vue et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de se mettre dans la peau de tous indifféremment pour pouvoir éprouver chaque point de vue, justement. Bonjour à tous, merci Nathalie Dessay. Un petit mot d'explication que je vous dois à tous, je vous l'ai déjà faite mais je vous la dois à vous. C'est qu'en fait il y a une journaliste de Télérama qui est très frustrée aujourd'hui de ne pas être là, c'est Laurence Lesault, qui est une très bonne journaliste radio et musique. Et en fait l'invitation qui vous était faite émanait d'elle. Et Laurence a dû subir une petite opération chirurgicale, elle va très bien, mais pas suffisamment bien pour animer la rencontre, donc je me suis proposé d'être son modeste remplaçant. Merci d'avoir accepté quand même. J'ai un peu la pression. Je l'ai appris il y a 2 minutes 20. Non, c'est pas vrai. Je l'ai appris il y a 3 semaines. Et alors, du coup, pour rester dans cet élan, je vais lire le petit texte que Laurence Lesault a écrit à votre sujet pour introduire la rencontre. Il en faut du courage, du culot même, pour, au sommet de la gloire, envoyer tout balader. C'est ce qu'a fait Nathalie Dessay. Soprano célébrée partout sur la planète, merveilleuse interprète au jeu théâtral poussé, elle claque la porte du monde de l'opéra en 2013 et décide de se renouveler. Elle qui ose tout, même filmer l'opération d'un nodule sur l'une de ses cordes vocales, se passionne pour la musique de Michel Legrand, génie de la composition alors assez peu célébré dans son propre pays. Elle entonne les tubes des parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort. Et elle pousse l'octogénaire à réorchestrer pour elle une partition créée des décennies plus tôt pour Barbara Streisand. Elle travaille avec acharnement sa voix pour la faire baisser d'une octave. On va en parler. Et elle se lance même dans le théâtre. Elle se relance en réalité dans le théâtre puisque c'était vos études. Actrice au sens propre de sa carrière, l'artiste ne s'en laisse pas compter et fait ce que beau lui semble, sans pratiquer jamais la langue de bois. Ce qui la rend à la fois intimidante à interroger, c'est vrai, et jouissive à écouter. Voilà pour l'introduction de Laurence, je n'aurais pas pu le dire mieux, donc j'ai préféré la lire. Une question là-dessus tout de suite, sur cette intro. Laurence nous disait que vous aviez envoyé balader, c'était ça, claque la porte de l'opéra. Est-ce que c'est ça ? Non, pas tout à fait. Non, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est plutôt l'opéra qui n'avait, je trouve, plus rien à me proposer d'intéressant. J'avais fait le tour. Moi, j'étais condamnée à cause de ma voix claire et cristalline toujours au même rôle, c'est-à-dire les jeunes premières et les soubrettes, 1 ou 2 courtisanes par-ci par-là, mais rien de vraiment palpitant au bout d'un moment. Et quand on a fait tout ce qu'on avait à faire, on ne va pas jouer Juliette jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Voilà, c'est tout. On va commencer cet entretien, qui va faire à peu près 35-40 minutes, par cette actualité immédiate. Comme l'a dit Michel, vous jouez tous les jours, sauf le lundi. Aujourd'hui, c'est relâche. Merci d'ailleurs de oui, c'est mon jour de repos, là. Merci je vous signale. On a tous la pression pour passer un moment hors travail, en fait. Ça va être sympa. Non, mais justement, je suis venue aussi pour vous engager à venir au théâtre Montparnasse. C'est ça. Voir cette magnifique pièce de Stefan Zweig qui s'appelle La légende d'une vie, pièce inconnue, jamais jouée, et donc à ce titre une curiosité et avec une distribution extraordinaire. Alors commençons par là, parce que moi j'ai vu la pièce. Est-ce que des gens ont vu la pièce ? Voilà. Sacré truc, hein, sacré performance, avec un S, parce que vous avez chacun... C'est ça qui est impressionnant. Parfois au théâtre, on a l'impression qu'une comédienne emporte le morceau et que les autres ont les miettes. Là, c'est pas le cas. Moi, sur le texte lui-même, sur ce texte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici aux gens présents qui ne l'ont pas vu ? Surtout, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à force de le jouer ? Vous vous êtes emparé dans ces moindres détails de votre personnage, de ce texte. Qu'est-ce qui vous... fait naître comme commentaire ce texte. Ce qui est jouissif pour une comédienne, c'est comme moi en l'occurrence, même si je suis relativement débutante, c'est quand même d'avoir le rôle d'une femme qui évolue au cours de la pièce. C'est-à-dire que au premier acte, je suis cette femme très rigide, très sûre d'elle-même, qui régente tout, qui veut que tout soit comme elle a décidé que ce serait, qui est une espèce de vestale comme ça, dédiée à la mémoire de son défunt mari qui était un génie, et dont il faut entretenir la légende. Et bien sûr, va arriver une femme du passé pour dire
la légende mérite et doit être un peu écornée. Et donc, du coup, au troisième acte, mon personnage va s'effondrer totalement parce elle va tout perdre. Tout ce qu'elle a mis tant d'années à construire va s'effriter comme ça au contact d'une autre vérité et d'une autre parole qui est celle que joue Masha Merrill. Donc, Et c'est long ce cheminement, elle n'accepte pas tout de suite ce personnage. bien sûr que quand Masha Merrill, Maria Folkenhoff, donc revient pour dire sa vérité, elle est Léonore, qui est mon personnage, est dans le déni et se dit bon, de toute façon, elle n'a rien à dire, personne ne la croira, c'est pas grave, etc. Et il se trouve que si, elle a des papiers importants, elle a un manuscrit qui lui a été dédié et dont j'ai, avec la complicité du biographe, effacé la dédicace. Enfin bon, elle a des lettres aussi, puisque donc le grand homme a continué à entretenir une correspondance avec Maria pendant des années, même après qu'il l'ait quittée, et alors qu'il était marié avec Léonore. Donc tout ça crée... Si on donne le contexte, on est en Autriche, hein, c'est ça? On est en début du Autriche, XXe dans siècle. les années 20. La pièce date de 18, donc exactement 100 ans, mais les problématiques sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un jeune fils qui veut se faire un prénom, et qui veut marcher sur les traces de son père en ayant conscience que c'est presque impossible, parce que son père était véritablement un génie, mais lui veut se lancer aussi dans la poésie, dans la littérature, et comment va-t-il y parvenir? Alors qu'il a ce désir de s'exprimer de cette façon, comment va-t-il se créer un prénom? Et puis, il y a aussi l'affrontement de ce fils avec sa mère. Et puis, il y a aussi cette question très prégnante aujourd'hui de la transparence. Est-ce que lorsque quelqu'un est mort, on doit rester dans la géographie, dans la légende, dans ce qui fait rêver le public, ou bien est-ce qu'on doit tout révéler de sa vie? Pourquoi? À quel prix? C'est une vraie question, finalement. J'ai trouvé ça très impressionnant, ces résonances avec aujourd'hui. On a vraiment l'impression que cette femme revient comme pourrait naître une rumeur. C'est quasiment une rumeur, sauf que bien sûr, elle est incarnée sur scène par Masha Merrill, on va en parler. Mais il y a quelque chose de effectivement extrêmement contemporain. Vous, la réponse que vous feriez à la question que vous posez avant, c'est quoi? Est-ce qu'il faut plutôt garder à distance ces choses-là ou ouvrir les placards? Moi, je n'ai pas de vérité. solution. Moi, je n'ai jamais d'avis. Ah oui, ça, j'ai jamais entendu un comédien raconter ça. Parce que je vous ai dit qu'on allait faire une interview un peu cuisine interne. Ça veut dire que... Non, mais si j'avais un point de vue, je ferais de la politique. Ouais. Je n'ai pas de point de vue, donc je fais du théâtre. D'accord. Alors, puisqu'on parle de cuisine interne, de popote, moi, c'est une question que je me suis toujours posée pour les comédiens. Vous jouez 2 fois le samedi, 1 fois le dimanche, puis ensuite, donc, encore quoi, 6 fois en semaine? 7 fois par semaine, donc. 7 fois par semaine. Pendant 4 mois. Je précise donc que nous jouons jusqu'au 6 janvier, au Théâtre Montparnasse, 31 rue de la Gaîté. Les prix des places? Non. Je sais pas. Pas Il y a cher. de tout, hein, il y a de tout. tout. Ouais, aux alentours de 40, mais il y a moins cher, hein, il y a moins cher aussi. Mais alors, entre les représentations, vous redevenez Nathalie Dessay ou on est tellement pris dans son personnage? Non, j'espère que je ne suis pas Léonore Franck 24 heures sur 24, là, ça serait grave. Non, je redeviens immédiatement moi-même, je vous rassure. D'accord. On se disait un mot de Masha Merrill à l'instant. Moi, j'étais extrêmement impressionné. Cette femme a un certain âge. Il faut le dire, parce qu'elle le dit Alors, elle-même. Elle a 78 78 ans et elle est extraordinaire. Mais moi, Elle est d'une beauté incroyable, d'une vivacité fantastique, toujours de bonne humeur. C'est la mama de la troupe et en même temps, c'est probablement la plus jeune d'entre nous. Mais alors, vous avez eu, on va y revenir sans doute, mais vous avez eu une éducation du théâtre, vous êtes allé vers l'opéra pour l'amour du jeu, pour l'amour du théâtre, avant de devenir pleinement comédienne maintenant. Mais en tout état de cause, vous êtes une relativement jeune comédienne en termes d'années par rapport à Masha Merrill, qui est un monstre du théâtre. Qu'est-ce que vous regardez chez elle? Quelles sont les choses, les petits détails peut-être, ou au contraire des choses qui ne sont pas du tout des détails, mais qu'est-ce que vous pouvez apprendre auprès d'elle? Non, mais on parle beaucoup toutes les deux et elle m'observe aussi bien que je l'observe. Et elle a cette faculté d'être toujours dans le moment présent. Et je crois que c'est ça la principale qualité d'un comédien. C'est pas du tout de chercher à faire quelque chose. Et ça, c'est très différent de l'opéra, justement, ou du fait de chanter.
Dans le fait de chanter, il y a toujours une recherche de perfection. Perfection du son, perfection de la ligne, avant toute chose. Au théâtre, on ne cherche pas du tout la perfection, ça ne veut rien dire. On cherche au contraire à être le plus présent possible et le plus honnête et sincère au moment T. Donc ça, c'est très compliqué parce que ça finit par s'apprendre, mais il n'y a pas vraiment de méthode, ou alors il y en a 1000. Et c'est très intéressant parce que c'est une qualité de concentration tout à fait différente de celle du chant, où on est toujours dans le contrôle pour surtout pas faire une fausse note ou faire un truc qui va pas. Là, on est oui, une espèce de lâcher prise, mais qui ne serait pas mou. C'est compliqué à expliquer. Non, moi je crois qu'on voit assez bien, mais ça veut dire, si je vous suis bien, que par définition, il n'y a jamais deux représentations qui soient les mêmes. Là, on Tout a le monde calculé, évolue en même temps, on s'écoute. Oui, et puis on s'écoute aussi. On s'écoute beaucoup plus qu'entre chanteurs. Entre chanteurs, finalement, chacun fait sa partition et chacun s'occupe de lui. C'est déjà tellement énorme ce qu'il y a à produire et à faire. Là, au contraire, et l'interaction est très 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 grande et l'écoute beaucoup plus fine, parce que selon ce que le partenaire va vous envoyer, vous allez réagir aussi différemment. Et il y a ces temps de silence aussi, on ne reprend pas la parole tout de suite. Normalement, en musique, il y a toujours un... C'est-à-dire que c'est l'écoute et la musique, elle décide de tout finalement. Il y a très peu... Enfin, il y a une part créatrice, mais qui est bien moindre qu'au théâtre, où précisément, c'est à nous de recréer la musique de l'auteur. Et c'est pour ça que j'aime tellement le théâtre, parce que ça nous laisse une marge de manœuvre énorme. Même chaque soir, là, on en est à notre 41e représentation au Théâtre Montparnasse, mais en tout, c'est la 71e. Donc demain, ça sera la 72e. On ne s'ennuie pas une seconde. Et chaque soir est différent. Alors il y a des soirs où on se sent plus ou moins bien, où on entre plus ou moins dans l'état voulu. Mais c'est intéressant de voir comment par exemple, l'état de la journée influe sur la représentation du soir. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, par exemple, à quelle heure vous arrivez au théâtre ? J'arrive à 5h30, mais en fait, je commence à me préparer à 6h30. D'accord. Pour 8h30. Et quand vous dites l'état de la journée, c'est avant, ce qui s'est passé avant ? Ah bah oui, c'est-à-dire si on a été énervé, si on a été contrarié, si au contraire, ça a été une journée plutôt cool et plaisante. Et tout ça va nourrir la représentation du soir. Même le fait d'être un peu malade, un peu fatigué, ça va influer aussi, sans forcément la dénaturer, cette représentation du soir. Alors que pour le chant, le moindre petit truc, le moindre petit coup de froid, coup de fatigue, va être un problème pour le soir. Ah oui. Tout est magnifié d'une certaine façon, c'est ça, dans le chant ? Non, c'est-à-dire que dans le chant, comme tout doit être parfait, vous devez toujours être en top forme. Ouais. Et ça, c'est quasiment impossible. Mais donc, du coup, vous vivez l'enfer tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vécu l'enfer. Parce que d'être dans cette angoisse de la moindre fatigue, de j'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai pas bien mangé, j'ai du reflux, je suis fatiguée, voilà. Et c'est vraiment horrible en fait. Donc c'est un peu relaxant le théâtre à l'arrivée. Ah mais ça n'a rien à voir, c'est merveilleux, merveilleux. C'est-à-dire que même quand on est malade, on se dit chouette, je vais avoir la voix de Jeanne Moreau ce soir. Et vous parliez à l'instant de cette adaptation à ce que vous envoient les autres, l'écoute, etc. Au-delà de ça, au-delà de l'interprétation, est-ce qu'il y a encore des choses que vous corrigez, la 71e, 72e ? Ah bien sûr, tous Qu'est-ce les que vous jours. avez, par exemple, sur quoi vous avez changé des choses ? Non, mais c'est-à-dire que c'est toujours des petits ajustements. Par exemple, quand il y a une dispute entre deux personnages, il s'agit d'être bien dans le rythme et bien dans la montée crescendo de la dispute pour savoir où est le climax et une manière de bien atteindre le climax. Si on l'atteint un petit peu avant, c'est trop tôt, un petit peu après, c'est trop tard. Il faut vraiment mesurer comme en musique d'ailleurs, mesurer le crescendo pour arriver au triple forte au moment qui est le bon.
Et ça, vous avez plus le temps de le retravailler, c'est sur le plateau le soir. Non, non, mais on en parle. Ah, on en parle. On peut en parler avant avec les camarades et se dire attention, là, méfie-toi, c'est Macha qui doit avoir le climax, donc toi, baisse un peu avant, va pas trop fort. Ou moi, dans la dispute avec mon fils, on a mis du temps à se régler et à... Par exemple, je me demandais toujours comment arriver au point où, par exemple, mais ça, je ne veux pas trop en révéler, parce qu'il y a un moment, je lui fais quelque chose. Oui. Donc, pour arriver à ce moment de violence extrême, il y a 1000 manières d'y arriver. Soit on hurle juste avant, soit on retient entre les dents et ça sort. Il y a 1000 façons d'arriver à un moment d'acmé dans une dispute ou dans un moment paroxystique, quoi. Alors moi, le soir où j'ai eu la chance de voir cette excellente pièce, un autre grand comédien qui est Bernard Allan, extraordinaire comédien, avait une extinction de voix. Alors oui, ça c'est pas de chance. Alors ça doit vous parler, Parce puisque que les problèmes de voix, vous connaissez. Alors moi j'avais non l'impression de revivre ma vie d'avant, quoi. C'était malheureuse pour lui. Ah ça. là 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 là, oui, parce que lui, alors être malade, on peut au théâtre, mais avoir une extinction de voix, ça non. Alors du coup, il avait vraiment plus de voix, il parlait comme ça. Ah, vous le faites très bien. Oui. Et alors du coup, on lui a mis un micro et il a fait toute la pièce comme ça. Affreux. Mais là, on n'a pas le choix. Il n'a pas de remplaçant. Il est hors de question d'annuler. Donc, à moins qu'il y ait un mort, on n'annule pas. Au théâtre, c'est comme ça. D'accord. Mais c'est revenu sa voix depuis ou... Ah, bien sûr, Oui, c'est ça, très ça, bien vous revenu. m'avez- Non, non, j'ai ce n'est peur pas aussi. définitif. Hein, je rassure Non. tout le monde. Bernard Allan a retrouvé sa voix. Hein. Voilà. Et il est très bon. Même la Il voix est éteinte. extraordinaire. Et ce qui était fou, c'est qu'à un moment... de finesse, d'écoute Ouais. aussi, de retenue. Classe. La grande classe. Et Ouais. à un moment, c'est un petit peu revenu. J'ai vu avec l'adrénaline et tout ça, c'était mieux. Bon, ben voilà, allez Alors voir cette pour, pièce. pour parler de mes deux autres camarades, dans le rôle du fils qui veut se faire un prénom, il y a Gaël Giraudot, fils de. Hein, ben oui. Donc c'est un rôle qui lui est très très proche et il est magnifique dedans. Et dans le rôle de ma fille, il y a la jeune Valentine Gallet, qui a été révélation il y a quelques temps. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Elle jouait Agnès dans l'école des femmes. Et là, donc, elle joue ma fille. Elle a un plus petit rôle, mais elle est vraiment magnifique, elle aussi. Voilà. Alors, si on remonte maintenant à votre enfance, à vos jeunes années, vous avez souvent parlé de cinéma, parce qu'on vous a souvent interrogé sur notamment la musique, Michel Legrand, etc. Et Cocteau, etc. Peau d'âne est un film, une référence qui sort souvent chez vous. Côté théâtre, côté comme ça, mise en scène, c'est quoi vos premières émotions, la première fois que vous voyez des gens, alors non pas au cinéma, mais plutôt au théâtre ou alors à la télévision? La première fois que je vois du théâtre, c'est la télé. Oui. C'est au théâtre ce soir. Et je me dis, waouh, ils ont l'air de s'amuser. Ça doit être génial de faire du théâtre. C'est la première fois que... Vous aviez quel âge là? Oh, je sais pas, 10 ans, je sais pas, 11 ans, je me souviens pas. Moi, c'est loin aussi, mais c'était les décors sont d'eux. Et les Roger costumes, Hart et les costumes de Donald Caldwell. Voilà. Ça vous faisait rêver? Ah ouais, quand ils viennent saluer à la fin et tout. Moi, Donald Et Caldwell, puis je pensais qu'il n'existait pas avec un nom pareil. Si, je pensais que c'était un... si, il Il existe. existe. Ouais. Et je me souviens de Jean Le Poulain, Maria Pacôme, Daniel Gélin, comment elle s'appelle, celle qui sifflait, Micheline Dax. Ouais, des gens comme ça, mais c'était super. Et ça vous semblait accessible, ce monde-là? Non, non, ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver. Puis après, il y a eu une autre grande révélation, c'est le film Molière d'Ariane Nouchkine. Ah oui. Alors là, ma vie a été Un autre théâtre. décidée à ce moment-là. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est sûr, c'est ça. Qu'est-ce qui vous touchait particulièrement là-dedans? Tout, d'abord, la façon qu'elle a de filmer les acteurs, Philippe Cobert dans ce rôle magnifique. Quand, je me souviens de cette scène quand Philippe Cobert découvre Armande Béjart qui est en train de dire de la tragédie, comme ça avec ses bougies sur le bord de la scène qui l'éclairent par en dessous. Elle est très très maquillée, elle pleure et elle dit du texte comme ça, d'une manière très lente, mais en savourant chaque mot, dans une espèce de mélopée avec les airs roulés comme ça.
Ça, c'est une scène qui m'a renversée pour la vie. Vous l'avez déjà rencontré, Ariane Mouchkine? Vous pourriez faire la démarche? Oui, j'ai rencontré Ariane Mouchkine, j'ai rencontré Philippe Cobert. Oui, j'ai rencontré tous ces gens qui me font toujours rêver. Ouais. Je me suis toujours demandé si les chanteurs lyriques, qui est quand même le monde d'où vous êtes issus, qui sont quand même des grands techniciens de la voix, vous êtes des grands spécialistes de la voix, avec toutes les souffrances que cela suppose, on a bien compris. Je me suis toujours demandé si vous aviez un rapport particulier aux voix des gens, aux voix parlées. Ah, bien sûr. À la boulangerie ou chez... Bien sûr. Moi, il y a des voix que je ne supporte pas. Et je me suis même toujours dit que je ne pourrais pas être amie avec quelqu'un qui a une voix qui me déplaît. Ah, vous pouvez nous citer des exemples? Ah oui, une voix comme ça, par exemple. Alors là, je pourrais pas. Tu vois? En même temps, c'est un peu vache de disqualifier quelqu'un pour c'est sa affreux. voix. C'est affreux. Je suis d'accord, c'est affreux, mais c'est comme ça. Pour moi, c'est aussi prégnant que quelqu'un qui me sentirait très mauvais. Ah oui? Oui. On sent mauvais de la voix. On sent mauvais de la voix. Comme des pieds. Ouais. Alors on peut sentir bon de la voix aussi, du coup. Ah bah oui. Alors qui, par Moi, exemple? j'aurais pu être amie avec Delphine Seyrig. Ah ouais. Parce que voilà, ça, c'est une voix qui me plaît tellement que même si elle avait été très très méchante, je l'aurais aimée d'amour. Ouais. Et ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, je crois. D'autres exemples de voix qui vous font quelque chose? Je sais pas, la voix de Maria Cazares, par exemple, ou la voix de Gérard Depardieu. Ça, c'est une très belle voix aussi. Mais du coup, ça, c'est une attention, une sensibilité permanente. Vous êtes ultra sensible aux voix, comme d'autres peuvent l'être à la lumière, ou c'est comme ça que ça s'exprime? Oui, j'aime. Enfin, j'aime les belles voix, ça veut rien dire, parce qu'une voix qui sera belle pour moi ne sera pas forcément belle pour mon voisin. Parce qu'il y a toutes sortes de belles voix. Par exemple, la voix de Tom Waits, elle est magnifique. Et pourtant, elle est tout éraillée quand il chante. Mais j'adore ça. Alors, est-ce que vous vous intéressez à la voix des hommes ou des femmes politiques, par exemple? Est-ce que vous êtes particulièrement attentive au ton? Oui, c'est-à-dire que quand leur voix est mal placée, je ne peux pas les écouter. Qui, par exemple? J'ai un nom qui me vient en tête. J'ai un nom qui me vient en tête de quelqu'un qui parle un peu dans les aigus. Oui, c'était très difficile à écouter, oui, effectivement. Une autre question que je me posais, je vous ai dit que ça allait être une interview un peu popote et cuisine, mais je trouve ça passionnant parce qu'on a tous une voix, simplement on ne fait pas avec ce que vous avez fait avec la vôtre. Est-ce que quand on apprend le chant lyrique pendant toutes ces années de formation, est-ce qu'on vous apprend à la protéger, cette voix? Est-ce qu'il y a une éducation? Bien sûr, on nous apprend à chanter de manière à ne pas l'abîmer. Donc, vous pouvez nous raconter un petit peu ça? Apprendre à chanter, c'est essentiellement apprendre à respirer. Donc ça se passe ici et jamais là. Mais c'est quand même pas tout à fait naturel de chanter avec une voix opératique, c'est-à-dire de la projeter, cette voix, sans micro bien sûr. Donc on peut se faire mal, bien sûr, malgré toute la technique qu'on a. Parce que c'est aussi la voix, c'est aussi le lieu des émotions. Donc moi, je sais, mais ça va paraître étrange de dire ça, mais je sais que ce n'est pas à cause du fait de chanter que je me suis fait mal. C'est parce que j'ai prouvé une énorme culpabilité par rapport à mes enfants, que je ne voyais pas beaucoup. Et je me suis créé ces problèmes pour avoir la paix, pour pouvoir rester chez moi, pour avoir une bonne excuse pour ne plus aller chanter. C'était donc davantage psychologique, mental? Mais c'est toujours... auto... C'est très souvent... Ah oui? Oui. Dans ce métier, ça arrive beaucoup? Mais bien sûr, bien sûr. Comment parce qu'à partir du moment où ce n'est pas des nodules de forçage, ça peut être mille choses. On en parlait juste avant d'entrer dans cette pièce. Moi, c'est une question que je me pose toujours pour les professionnels de l'art lyrique. C'est cette histoire de calendrier qui est folle quand même. Vous avez des engagements, c'est plus votre cas aujourd'hui. Vous avez des engagements à 3 ans, 4 ans. Comment on peut vivre en sachant ce qu'on va faire en 2021? C'est bien parce qu'on sait que jusque-là, on aura des sous. C'est pas mal. Qui peut dire ça aujourd'hui? Qui peut dire qu'il aura du travail dans 4 ans? Alors nous, il y a une condition, c'est qu'il faut qu'on reste en bonne santé. Ça, c'est la condition sine qua non. Et c'est un sacerdoce quand même. Ah oui, moi je dis aujourd'hui que je suis restée pratiquement 30 ans au Carmel. Ah oui. Mais Carmel choisi, hein. J'ai aimé ça, mais c'était quand même le Carmel. Et je suis contente d'en être sortie. On a l'impression de récupérer sa vie un peu le jour où ça s'arrête ou... Oui, je récupère ma vie, je récupère du temps, je récupère des amis, je récupère des enfants. Oh, j'ai des enfants, tiens. Ils sont grands.
Je les ai pas vus grandir, dommage. Mince. Mais ils m'en veulent pas trop. Et vous me disiez là aussi, sans langue de bois, comme disait Laurence Le Sceau dans l'introduction, que par contre en termes de rentrée financière, ça fait une grosse différence. Ah ben mon niveau de vie a été divisé par 20. Mais bon, c'est pas grave. Plaie d'argent n'est pas mortel. Là encore, pardon d'insister, mais c'est comment on la connaît pas cette vie. Ces plannings 3-4 ans à l'avance, ces vols en avion où il faut faire attention au moindre courant d'air, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire encore de plus? C'est quoi? On a l'impression de... Moi, une question que je me pose vraiment, c'est est-ce que parfois on n'a pas l'impression de plus appartenir? On devient le vecteur? Non, c'est pas Non, ça. pas ça. Je me suis souvent dit que je vivais comme une conne. C'est-à-dire toute seule, loin de chez moi, tout le temps, pour finalement faire quelque chose qui ne valait pas la peine. Parce que quand vous faites une très très belle production, alors oui, ça vaut la peine. Parce que artistiquement, c'est tellement galvanisant, vous vous dites, bon, je ne fais pas tous ces efforts en vain. Mais quand la production est vraiment moche, vraiment nulle, que vous n'aimez pas trop vos partenaires, et que vous êtes loin de chez vous pendant 2 mois, tout seul, eh ben... c'est zéro, quoi. Vous avez beau gagner beaucoup d'argent, ça remplace pas, quoi. Ça remplace pas la vraie vie. Ça arrivait souvent, ce niveau-là? Oui, ça arrive souvent, bien sûr. Il y a eu plus de productions moches avec des partenaires Non, comme... je peux pas dire ça, mais il y en a eu quand même plein. Où je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Mais aucun. Ah oui. Et dans des grandes maisons, hein. J'ai été plus heureuse finalement dans les premières années où je découvrais tout et avec des petits budgets, des petites productions dans des petites maisons d'opéra, mais où il y avait une vraie ambiance de travail que dans des grandes maisons comme le Met ou Vienne où c'était l'usine et où artistiquement il se passait vraiment pas grand-chose. Waouh. Une autre question qu'on se pose, nous, candides, extérieurs à tout ça, je me suis toujours demandé s'il y avait une différence entre jouer au Met à New York ou jouer à Londres ou jouer en Russie ou en Chine. Est-ce que vous avez le temps de vous imprégner de la ville et est-ce que... Non, c'est ça, il n'y a pas en fait, c'est l'usine. Non, à New York, comme on joue vraiment avec beaucoup de temps entre chaque représentation, parfois 3 jours, 4 jours, on a un peu plus le temps de visiter la ville, de se faire des amis, etc. Mais ailleurs, on joue tous les 2-3 jours, donc il faut se reposer essentiellement. Et on n'est pas là pour faire du tourisme. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas tellement moyen. Sans aller moyen, dans le quoi. tourisme, simplement, je ne sais pas, l'âme d'une ville ou l'environnement professionnel, les techniciens qui sont là, ça n'influe en rien sur... Et New York, pourquoi 3-4 jours? C'est des raisons syndicales? Non, parce qu'il y a tellement de production en même temps que, en fait, il y a beaucoup d'espace entre chaque représentation. D'accord. Et en plus, c'est une ville que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai de la famille, beaucoup d'amis. Donc j'aimais beaucoup y aller. Heureusement qu'il y avait ça quand même. Ouais. Un petit volet sur Michel Legrand. Vous avez dit dans une interview, peut-être à Télérama, possiblement, l'œuvre de Michel Legrand m'émeut autant que celle de Mozart. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui, chez vous, dans son œuvre, lui, crée l'émotion. Est-ce que ça s'analyse une émotion comme ça, Oui, ce que oui. vous fait Michel Legrand? Oui, ça s'analyse. Enfin, ça s'analyse. Je vais le dire avec mes mots. Moi, je ne suis pas musicologue, mais ce que j'aime chez lui, c'est l'art de la mélodie, déjà. Et puis après, l'harmonie. C'est-à-dire, il a une façon d'harmoniser, de faire des accords compliqués, très très beaux, très raffinés, qui vous touchent au plus profond. Et puis, bien sûr, c'est un orchestrateur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il fait tout. C'est-à-dire il fait la mélodie, l'harmonie et toute l'orchestration. Il est capable d'écrire pour un orchestre de 80 personnes. Et ça, c'est génial. Et quand même avec un style très particulier. Et on reconnaît tout de distinctif. suite une chanson de Michel Michel Legrand. Legrand, c'est ça. On écoute 3 mesures et on se dit « Ah, ça c'est des Michel Legrand ». Ouais. C'est la marque des très grands. C'est comme Mozart. On reconnaît Mozart tout de suite. C'est-à-dire qu'à la fois, chez Legrand, on a l'impression que ça lorgne un peu vers l'Amérique. On voit bien certaines... Oui, et pas que. En même temps, par moments, il peut y avoir un éclat très européen ou quelque chose. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné, mais parfois aussi un peu refroidi chez Legrand, c'est qu'il y a une vélocité, ça va très vite. J'ai regardé un certain nombre de vidéos, on vous voit ensemble en studio chanter. C'est très véloce, c'est très virtuose.
presque, par moments, je trouve que c'est... Waouh, il y a presque, pour moi, hein, pardon, mais presque la note de trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça, Non, ça y alors va à ce qu'il y a, fond, c'est quoi. que Michel, lui, quand il joue au piano, quand Voilà. il se met au piano, Il il envoie. faut qu'il en mette partout. Parce qu'il est très très généreux. Et donc c'est hyper jouissif. Mais c'est vrai que parfois dans les balades, j'ai parfois envie de lui dire Michel, pas juste les accords, juste pour voir. Mais en même temps, c'est sa façon d'être. Donc on va pas lui demander de changer. Il faut surtout pas qu'il change. C'est un tel musicien, un tel génie qu'il faut pas toucher un cheveu de ça. Et surtout pas brimer ça. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui donne comme ça sans compter. Et quand il est sur scène, je peux vous dire que les gens dans la salle sont très reconnaissants par rapport à cette générosité et cette façon de communiquer la musique. Et alors lui, à votre sujet, a dit entre nous, c'est une question de sensibilité. Mais j'étais touché par ce mot parce que effectivement, il y a là cette vélocité, cette virtuosité qu'on pourrait croire incompatible finalement avec une sensibilité. Et en fait, non. Lui, il chante, il joue très fort, mais en fait, il écoute énormément. Il est surtout très sensible à ce que vous lui donnez. Il dit entre nous, c'est une question de sensibilité et c'est très important la sensibilité. J'ai trouvé ça très touchant comme phrase. Non, mais c'est-à-dire, moi, il sait à quel point j'aime sa musique, et je ne suis pas la seule d'ailleurs. Hein. Tous les musiciens que je rencontre sont bien d'accord là-dessus. C'est vraiment un génie qui n'est pas fêté dans ce pays comme il devrait l'être, à mon humble avis. Là d'ailleurs, au Marigny, là pas loin, il va y avoir Peau d'âne, qu'il a réorchestré, dont il a réécrit beaucoup de passages. Je vous engage à y aller parce qu'il y a une jeune chanteuse, actrice qui s'appelle Marie Aupert qui va chanter le rôle de Peau d'âne et qui est merveilleuse. Donc voilà, c'est ce que j'aime chez Michel, c'est à la fois cette facilité apparente à créer la beauté, et puis cette joie de vivre. Ils se sont vraiment bien trouvés avec Macha parce qu'ils ont tous les deux cet appétit de vivre, cet enthousiasme, cette pléthore de projets tout le temps. Ils sont absolument dans la vie et dans le bonheur de la vie. Et c'est pour ça qu'ils restent jeunes l'un et l'autre. Et c'est vraiment un exemple pour quelqu'un comme moi qui suis plutôt mélancolique et défaitiste et misanthrope. Et voilà. Et pour moi, c'est merveilleux parce que de côtoyer des gens comme ça me sort de cette noirceur qui est la mienne parfois. Est-ce qu'il était étonné de voir une artiste lyrique venir vers lui, le premier contact? Oui, je crois qu'il a été étonné, je crois que ça lui a fait plaisir aussi que quelqu'un du classique vienne le trouver. Mais bon, c'est surtout, je pense, la rencontre de deux âmes qui est importante. On s'en fout de où on vient. C'est où on va qui est important. Allez hop. Et alors ce projet qui était magnifique, la Between Yesterday and Tomorrow, ça c'est vous qui allez vers Michel Legrand. Il faut que vous expliquiez ce que c'est pour nos amis qui savent pas forcément, mais c'était votre idée ça. Oui, c'est-à-dire qu'il m'a fait, quand je lui ai demandé s'il avait dans les tiroirs un projet qui dormait, un peu comme La Belle au bois dormant, avant la rencontre avec le prince, il m'a joué 2-3 titres de ce cycle et j'ai trouvé ça merveilleux. Et il m'a dit, voilà, j'avais commencé ce cycle pour Barbra Streisand. Simplement, elle ne voulait pas chanter ni la première ni la dernière chanson. Alors, puisque c'était comme ça, moi, j'ai repris mon cycle. Parce que Michel, il est très entier aussi. Hein. Barbra Streisand ou pas Barbra Streisand, elle n'en a rien à faire. Hein. Il est très intransigeant. Et il ne fait pas de compromis. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Et ça m'inspire beaucoup. Parce qu'il n'a jamais peur du conflit. Lui, il veut rester droit dans ses bottes. Et s'il a décidé que le cycle, c'était le cycle de la vie d'une femme, de la naissance, du moment de la naissance au moment de la mort, on chante la naissance et on chante la mort. Tu veux pas la chanter? Eh ben, tu n'auras pas le cycle. Et ben, moi, j'ai dit, je veux bien chanter la naissance et la mort. Et non seulement je veux, mais je trouve qu'il faut. Et donc, je lui ai demandé de terminer ce cycle et de l'orchestrer. Et on l'a enregistré. Et c'est une des plus belles choses qu'il ait écrites. Vraiment.
Donc à l'origine pour Barbara Streisand. Et le projet n'avait pas été mené à son Non, terme, non, il c'est n'était ça? pas terminé. Il était C'est pas ça. terminé. Parce Il qu'il y y avait de avait, sa 8 part cette chansons. forme d'intransigeance, il fallait un ensemble, c'est ça? Voilà, et il avait décidé de ne pas l'orchestrer puisque ça ne se faisait pas. Donc il l'a orchestré 50 ans plus tard, pour moi. Ça, c'est génial quand même. Chic. Et vous l'avez joué au Théâtre des Champs-Élysées? Et on l'a joué 2 fois au Théâtre des Champs-Élysées, oui. Et c'est Christophe Lidon, d'ailleurs, le metteur en scène de la Légende d'une vie, qui a fait la mise en scène de Between Yesterday and Tomorrow. Et vous en avez d'autres, des histoires comme ça, des tiroirs, des secrets bien gardés que vous voulez relancer, ou c'était vraiment one of a kind, comme on dit? Non, non, ça ne se présente pas 105 fois dans une vie, hein, quand même. En parlant des États-Unis, on y reste. Pictures of America, ça c'est un autre très beau projet. Sur la pochette, on vous voit assise, vous portez une superbe robe bleu marine et rouge, vraiment magnifique. La photo est magnifique, vous êtes magnifique. Et vous feuilletez un livre. Que représente ce livre au fond pour toi, pour vous, pardon? On commence à... C'est intime, là, ça y est. Ça y est, 37 minutes. Non, mais Pour vous, pardon. c'est C'est quoi? C'est The Great American Songbook, mais il faut expliquer Non, ce non, que non. c'est. En Et gros, les tableaux c'est- d'Hopper. Oui, c'est des tableaux Alors, d'Hopper, c'est surtout expliquez-nous. ça. En fait, c'est un projet qui, au départ, était un projet éducatif et dans lequel je faisais juste la récitante. C'était Claire Gibault, avec son orchestre, qui avait créé une œuvre de Gracian Finzi sur des tableaux de Hopper, et on a décidé de l'enregistrer, et c'était pas assez long pour faire un album. Donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait mettre, avec quoi on pourrait coupler ce Gracian Finzi. Et je me suis dit, tiens, je vais choisir 10 autres tableaux de Hopper et on va voir ce que ces tableaux vont m'inspirer en termes de chansons américaines. Et c'est comme ça que le projet est né. Donc avec une partie récitante où je dis des textes de Claude Esteban qui a écrit sur Hopper, sur la musique de Gracian Finzi. Et dans une deuxième partie, il y a 10 chansons de l'American Songbook qui m'ont été évoquées par des tableaux de Hopper. Donc c'est surtout un disque de ballade, hein, parce que Hopper n'engage pas tellement à la rigolade, ni aux choses très très gaies et très enlevées. Plutôt la mélancolie dont voilà, vous parliez tout à c'est l'heure. plutôt assez Mais mélancolique. vous avez voulu rééquilibrer ça, c'est ça ou... Non, Non. c'est-à-dire qu'il fallait faire un disque d'1 heure et pas un disque d'une demi-heure. Oui, oui. Voilà. Mais les chansons, ce sont des ballades, mais elles ne sont pas particulièrement... vous les trouvez mélancoliques, Oui, nostalgiques? elles sont quand même assez Oui. lentes dans l'ensemble. Oui, dans c'est l'ensemble. plutôt en mineur. Mais voilà, mais ça va très bien avec la peinture de Hopper. Et ça a permis aussi à 5 arrangeurs de faire des très beaux arrangements nouveaux sur ces chansons. Donc il y a du Sondheim, il y a du Cole Porter, il y a du Gershwin, il y a du Bernstein. Gershwin, je ne sais pas d'ailleurs. Non, je ne suis pas sûre. Et alors moi, j'ai toujours adoré cette expression The Great American Songbook. Et c'est formidable, on n'a pas l'équivalent en France. C'est quoi cette Non. espèce de boîte à trésors Ben dans oui, laquelle c'est les chacun peut aller standards. piocher? Non, mais c'est-à-dire que c'est d'abord des chansons extraites de comédie musicale et qui sont devenues par la suite des standards de jazz. Mais la comédie musicale, c'est un genre qui est spécifiquement américain, en tout cas anglophone. Et c'était pendant un temps un carrefour à Broadway, Times Square, c'est le Brill Building et tout ça. C'est toujours. C'est quelques 300 mètres carrés. C'est toujours, Et oui. tout vient de là. C'est dingue quand même, non? C'est fou. Et il y a des trésors magnifiques, de très très belles chansons sur des textes vraiment très très jolis, très profonds, toujours dans un langage assez simple, mais qui parle directement au cœur, quoi. Moi, j'adore votre version de I'm a Fool to Want You. Comment on se sent quand on s'attaque à un monument pareil? C'est quand même Sinatra, c'est Billie Holiday, évidemment. On se dit quoi? Qu'on a un petit bout de l'histoire de cette chanson? Comment on l'appréhende? Non, on essaie d'être tout neuf par rapport à ça. Et c'est l'arrangement qui crée cet esprit de nouveauté. Le fait de chanter avec un orchestre de chambre, déjà, ça, ni Billie Holiday ni Frank Sinatra ne l'ont fait, donc ouf. On va pouvoir proposer une autre version, sa propre version, peut-être encore plus intime et sans aucune prétention de rivaliser ou de faire oublier les magnifiques versions qui existent. C'est pas le but, hein. C'est juste proposer un autre éclairage. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyagez toujours, pas dans les mêmes conditions, j'entends bien, mais moins, non? Pas... Ça n'a plus rien à voir. Moi, Mais pour le je plaisir. peux faire enfin mon jardin. D'accord. Oui. Alors j'avais une question là-dessus, votre temps Sur le libre, jardin? juste au lieu de ce temps libre. Je fais mon jardin. J'arrache énormément. Je coupe les bambous. Je dessouche. Je scie à la main. Et ça fait un bien fou.
En faisant attention quand même, parce qu'il y a théâtre le soir. Donc, Ouais, mais je mets des gants. Alors moi, j'avais quand même une question sur des voyages. Vous avez dit tout à l'heure votre amour pour New York. Est-ce que c'est une ville, par exemple, où vous avez dit que vous avez de la famille? Est-ce que vous y retournez de temps en temps? Ah oui, oui, j'ai même un appartement à New York. Moi, Ah. j'ai pas de bateau, j'ai pas de belle bagnole, j'ai pas de maison à la campagne. J'ai un appartement à New York. Voilà, c'est chic. J'aime bien. Alors, est-ce que cette ville, pour vous, a su conserver son charme particulier, son charisme, etc. Ou est-ce que, d'une certaine façon, quand même, ce New York du American Songbook Non, mais c'est plus le même, mais Voilà. on s'en fiche, c'est quand même New York. Alors, racontez-nous. Bah, il y a les musées, il y a le jazz, il y a l'énergie de cette ville. C'est ça aussi. Quand on arrive là, on sent qu'il y a une énergie particulière. C'est peut-être les Indiens. Manhattan, c'est quand même un mot indien hein, pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui New York. Ah, c'est pas l'endroit aux États-Unis où on sent le plus leur présence, quand même. Ah, quand même. On ressent l'énergie. C'est vrai? Ouais. On va prendre des questions du public, si vous êtes d'accord. J'en ai encore une, moi, de mon côté. Là aussi, un petit peu cuisine interne. C'est le micro. Je pense que les gens ne se rendent pas compte forcément de la différence entre chanter Ah a oui, alors j'ai une cappella petite anecdote à ce et propos. le micro. Mon mari, une fois, prenait un taxi à Londres, et puis le chauffeur était érythréen ou somalien, je ne sais quoi, donc un pays dans lequel il n'y a pas forcément de maison d'opéra. Et donc il discute un peu avec le gars, et le gars lui dit comme ça, mais qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Et Laurent lui dit, bah, je suis chanteur d'opéra. Le type réfléchit un peu, il voit pas très bien à quoi ça correspond. Il lui dit, mais c'est quoi exactement? Oh, ben vous savez, on chante cette musique, alors surtout du 19e siècle, enfin on peut chanter de la musique un peu plus ancienne. C'est uniquement dans les maisons d'opéra, parce qu'en fait, on chante sans micro. Et là, le gars se retourne et lui dit, mais pourquoi? Et je trouve que c'est une tellement bonne question. Mais pourquoi faut-il s'emmerder à chanter sans aujourd'hui sans micro? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et en fait, ça me conforte dans l'idée qu'il ne faut plus chanter d'opéra. Ah, du Non, tout. alors je Non. rigole quand je dis ça, parce que bien sûr que c'est beau l'opéra. Et bien sûr qu'il faut continuer à faire vivre ce patrimoine. Mais quelque part, c'est tellement mieux la chanson, quoi. Déjà, on comprend les mots. Et on n'a pas besoin de hurler. Donc voilà. Il n'y a pas du tout de solution intermédiaire de micro d'ambiance ou Ah bah qui non, permettrait... non, mais Non, c'est parce qu'il toute faut la pousser beauté. la voix. Non, toute la beauté du chant d'opéra, c'est précisément ça. C'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'interprète et le public. Et c'est ça qui est beau. On reçoit la voix directement. Et ça n'a jamais été mis en débat. Il n'y a pas un courant dans le monde Mais de non, l'opéra de il faut plus pas. jeunes chanteurs. Non, mais c'est-à-dire que C'est quand radical ou pas? Mais c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt sinon. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, des airs d'opéra dans Central Park ou à Vérone ou je ne sais où là, il faut que ce soit sonorisé, sinon ça ne marche pas. Mais c'est une aberration. Voilà, c'est tout. Alors c'est quoi le micro pour vous? C'est un allié maintenant? Parce qu'il y a cette histoire de tessiture baissée. C'est tellement génial. Ben, c'est-à-dire qu'enfin, on peut chanter dans sa voix normale. On n'a pas besoin de hurler. On n'a pas besoin de se poser la question de savoir est-ce que je passe par-dessus l'orchestre? Non, l'orchestre joue trop fort, encore une fois. Et enfin, on peut être dans le texte, dans les mots. Ce qui n'est pas possible à l'opéra. À l'opéra, on doit tellement projeter que la plupart du temps, on comprend d'ailleurs rien à ce que les chanteurs d'opéra disent. On s'en fout d'ailleurs. On n'est pas là pour ça. Mais comme moi, c'est précisément ce qui m'intéresse, du coup, j'étais quand même assez frustrée. Alors ici, on utilise des micros. On en a 2 sur scène. Oui. On en a un 3e ici. C'est ça que je vois dans votre main. 2 même. Oh là là, c'est la grande fortune des micros. Qui veut poser une question? N'hésitez pas, on a un quart d'heure encore ensemble. Allez-y. Devant, premier rang. Bonjour. On a bien compris et on voit à quel point vous êtes heureuse d'avoir changé de vie, d'avoir lâché l'opéra. Moi, je voulais poser une question à l'athlète de haut niveau que vous étiez. Comment on fait pour un matin décider de ranger les crampons, de ne pas aller s'entraîner? Alors, c'est pas un matin, d'abord. C'est sur plusieurs années qu'on se dit « Oh là là, j'en ai marre, oh j'en ai marre, oh j'en ai marre ». Et qu'on y va de plus en plus difficilement. Et à la fin, j'y allais en pleurant. Donc, il fallait vraiment cesser.
Voilà. Et c'est bizarre parce que du jour où j'ai décidé, c'est comme si, enfin, bizarrement, mes poumons se remplissaient à nouveau d'air. Et comme si j'avais été sous l'eau pendant toutes ces années. C'est bizarre de dire ça pour un chanteur d'opéra, qui précisément n'arrête pas de respirer. Vous y alliez en pleurant, vraiment. Vous avez Oui. souvenir de quoi? D'aller à des répétitions, d'aller à des Oui. représentations? En me disant, mais à quoi Effondré. ça sert? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qui a fait que finalement ce détachement a pris quand même un peu de temps? C'est précisément ces engagements. Ça a pris du temps parce qu'il y avait quand ont même une toujours pression. la perspective d'une belle production, malgré tout. Une belle production, une belle rencontre. Et par exemple, quand on a fait Traviata à Aix, avec Sivadier, ça c'est merveilleux. Travailler pour ce genre de production, là, c'est splendide. Ou tout le travail que j'ai fait avec Laurent Pelli aussi. Ça, c'était merveilleux. Toutes les rencontres que j'ai pu faire musicales avec certains chefs, par exemple Emmanuel Haïm, la rencontre avec le répertoire baroque et avec elle qui me l'a notamment appris, ça c'était génial. Bien sûr qu'il y a des moments fabuleux. Donc on tient pour ça, on tient en se disant Voilà. quelque chose de chouette va quand même apparaître. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait une Traviata aussi fantastique, on se dit mais la prochaine elle sera forcément moins bien. Forcément. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme une fois qu'on a fait la fille du régiment dans la mise en scène de Pelli, mais quelle autre fille du régiment va pouvoir tenir le choc à côté? Rien, aucune, jamais. Voilà, c'est tout. Donc une fois qu'on a fait tout ça, les choses, les perspectives de renouvellement s'éliminent d'elles-mêmes, quoi. Est-ce que c'est faire le deuil d'une performance vocale aussi, de dire je vais chanter plus haut, plus vite, plus fort Ah mais moi j'en avais marre voilà, de ça. c'est ça. Moi j'en avais ras-le-bol de ça. J'en avais ras-le-bol de la virtuosité pour la virtuosité. J'en avais ras-le-bol de les aigus pour les aigus. Moi ce que je veux, c'est dire, c'est raconter. Je ne veux plus être dans une performance vocale. Ça ne m'intéresse plus. Ni chez moi, ni chez les autres. Et même chez vous, simplement pour essayer de garder ses capacités, travailler ça encore, vous ne le faites pas, même chez vous, seul, un petit peu Non, ces mais aigus? c'est-à-dire que non, parce que là maintenant je fais du lead et de la mélodie, donc c'est quelque chose de beaucoup plus intime. Il n'y a qu'un piano qui accompagne, voire un petit quatuor. C'est vraiment, on n'a plus du tout besoin de projeter comme ça et de hurler tout le temps. Et là encore, on est dans le texte et la poésie, donc ça n'a rien à voir. Donc je m'entraîne suffisamment pour garder cette capacité-là, mais j'ai plus besoin de m'entraîner pour garder un mi bémol. M'en fous, moi. Une autre question. Madame, peut-être, ou monsieur, et après on montre le micro à madame. Juste derrière. Juste derrière vous, voilà. Monsieur. Oui, bonjour. Vous avez parlé un peu de frustration tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore des domaines artistiques que vous aimeriez explorer et pour lesquels vous avez une frustration aujourd'hui de ne pas y être allé? Alors la danse, mais c'est trop tard. Hein, donc là, c'est fini. Et j'en fais mon deuil. D'accord. La danse et le cirque, hélas, ça sera pour une autre vie. Mais je compte bien apprendre à marcher sur un fil. J'ai déjà commencé l'année dernière. Voilà. Et dans le domaine de la chanson un peu différente Ah oui, oui, bien aussi. sûr. Là, je prends des cours de chant pour justement apprivoiser la comédie musicale et la chanson. Donc, porter la voix de poitrine plus haut, ne pas tout le temps passer en voix de tête, éviter le « oh ». Voilà. Et chanter plus le « ah ». Voilà. C'est pas les mêmes notes. Mais... Ça, c'est ce que vous travaillez en ce moment, par exemple. La voix de tête arrive un peu trop vite à votre goût, c'est Ah bah ça, oui, parce ça que dès que je chante, je fais par exemple... alors, sur quoi je pourrais donner un exemple? Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Voilà, ça y est, je suis en voix de tête. Ah oui. Ça marche pas, c'est pas comme ça. Ça, c'est un effort intellectuel pour vous de vous dire ne Ah passe bah pas en oui. voix de tête. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. C'est là, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il faut mettre quoi, du souffle, du coup? Ah non, Non. parce que là j'en ai mis, mais je devrais pas. Mais et non, il faut mettre plus de voix de poitrine, fermer la gorge, Waouh. au lieu de l'ouvrir. On avait une Faut que j'apprenne à la fermer question. en fait, c'est ça. On avait une question un petit peu plus haut, 3 rangs plus haut, oui, voilà.
tant pis. Je voulais pas poser de questions, mais j'aurais bien. Non, mais c'est pas je obligé, fais hein. toujours des grands gestes, moi. C'était que j'aurais bien aimé que vous nous chantiez un petit morceau de Michel Legrand. Non. Non. Non, mais... Non, parce que là, je vous en ai déjà chanté un petit peu. Oui, oui, c'est vrai. Juste avant que je le demande. Vous voyez, j'ai perçu par télépathie. On a là-bas, à gauche, la dame avec le pull rose. Le temps, voilà, le micro circule. Pendant que le micro circule, moi j'ai une question qui est peut-être très anecdotique, mais je voulais savoir s'il y a un instrument qui vous touchait en particulier. Est-ce qu'il y a un instrument qui a vous fait... Le piano. Le piano, voilà. Bah, Pourquoi bien le piano sûr, parce que c'est l'instrument roi, c'est l'instrument orchestre. C'est celui qui permet de tout faire. C'est le plus complet. Vous avez un beau piano chez vous? Oh, pas mal. Mais pas un très grand piano. J'ai un petit quart de queue Yamaha, mais mignon. Et vous jouez Bien. pour le plaisir ou... Ah, moi, je joue pas, moi. Un petit peu quand même. Ah non, moi, je Du joue tout, pas de du piano. Ah non. Je fais mes notes quand j'ai à déchiffrer un truc, Oui. mais je ne fais pas de Ah, piano. donc quand vous devez travailler, un pianiste vient chez vous? Ouais. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur justement la Traviata d'Aix-en-Provence parce que j'ai eu la chance de voir le film des répétitions que j'ai adoré parce que justement on voyait le derrière, le décor. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant justement dans les répétitions, ce que je voyais, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'attention sur le jeu théâtral. Oui, bien sûr. Et c'était ça qui Bien sûr. m'intéressait. Je trouvais que c'était finalement, je me suis dit, ah, enfin, de l'opéra qui change un petit peu. Oui, mais tous les metteurs en scène ne sont pas aussi merveilleux que Monsieur Sivadier. Ouais. Donc oui, on a vu avec Jean-François, et on aurait pu le voir avec quelqu'un comme Robert Carsen ou quelqu'un comme Laurent Pelli ou des gens comme ça, on aurait pu voir effectivement le travail théâtral qu'il y a derrière ce que devrait être un opéra. Mais c'est pas souvent comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Vous parliez à l'instant enfin, un petit peu plus tôt de projet. Je vous avais parlé de Michel Legrand. C'est Podane, c'est ça vous avez dit? Et ça, vous n'êtes pas. Non, mais je suis pas dedans. Non, hein, non. moi, J'ai pas vu passer il n'y a pas Michel Legrand and Friends, quelque chose comme ça. Si, bientôt alors au Grand Alors, ça. Rex, 17 et 18 avril, il y aura une soirée avec un big band. Chouette, Et ouais. Et d'ailleurs, pour information, le 21 février, avec Laurent Naouri et Gilles Dassolve et le big band de Fred Manoukian, on est à la scène musicale pour faire une grande soirée big band avec des chansons françaises et des chansons américaines. Ça va être génial. Parce qu'on l'a déjà fait un petit peu sur un bateau en croisière et ça rend magnifiquement bien. Et du côté des disques, quel projet? Alors, le prochain projet, c'est un disque autour de chansons de Claude Nougaro, mon chouchou. Et pas forcément les plus connues. Mais parmi les plus belles quand même. Si on compare à Legrand, je sais que c'est pas forcément Il a travaillé d'ailleurs avec mais Michel. quoique, oui, en termes d'harmonie. Ils ont fait une parfois. vingtaine de chansons tous les deux. Et c'est une Ouais. rencontre fabuleuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont à la fois en commun et de différent? Il y a le rapport Claude, au c'est rythme, d'abord un peu, poète. le swing. C'est d'abord un poète, mais il se trouve que c'est aussi quelqu'un qui a un goût musical merveilleux et beaucoup de goût pour le jazz, ce qui est mon cas également. Donc voilà, on se retrouve là-dessus. Et puis surtout, il y a des textes fantastiques. C'est quelqu'un qui écrit vraiment magnifiquement. Et j'aimais beaucoup sa voix aussi. Et la manière qu'il avait de chanter, cette manière très personnelle, très engagée, comme ça. Ouais, c'est vraiment un artiste qui est parmi mes préférés. Une autre question. On a le temps d'en prendre deux encore. Monsieur. Bonjour. J'aurais voulu savoir, s'il vous plaît, comment vous aviez appréhendé votre incursion dans la comédie musicale avec passion au Théâtre du Châtelet, qui m'avait vraiment beaucoup plu et où le rôle était, pour votre voix, beaucoup plus bas. Oui, mais là, dans la mesure où il y avait micro, justement, pas de problème. Et j'ai beaucoup travaillé l'anglais. Et je me souviens de séances d'anglais où le type me disait « world ». Et alors je faisais « world ». Il me disait « non, world ». Et world. Un quart d'heure sur le mot « world ». C'est épuisant. D'accord, j'avais trouvé vraiment la mise en scène et votre engagement c'était très remarquable. Beau. Ouais. Très très beau. Et on l'a joué que 5 fois. Super dommage. Pourquoi ça, 5 fois? Je ne sais pas.
C'est des gros coûts de production. Ben, c'est-à-dire, c'est des grosses productions. Enfin, puis c'est Steven Sondheim. Steven Sondheim, ceux qui aiment la comédie musicale le connaissent par cœur, mais ça ne dit rien à Oui, c'est la ça. plupart du public français. Hein. Ils ne savent pas qui c'est. Donc quand on dit on va faire Passion de Steven Sondheim au Châtelet, il n'y a pas du public pour 30 représentations. C'est pas Singing in the Rain. Alors que pour le coup, à New York, Sondheim, c'est... Ah ben c'est un dieu. Dieu. Oui. Allez, encore une ou deux questions, comme vous le souhaitez, madame, juste derrière vous. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé de la comédie musicale américaine qui est la reine. Et quelle est votre opinion sur la comédie musicale française ? Laquelle ? Starmania, par exemple. Alors, oui, bah ça c'est une belle œuvre, mais c'est plus de la variété, on va dire. C'est plus de la chanson de variété que véritablement de la comédie musicale comme l'anglo-saxonne. Comme vous l'entendez. Oui, non, c'est pas ça, parce que moi j'aime bien, hein, Oui. j'adore. Je veux dire, il y a des D'accord. chansons magnifiques hein, Mais dans Starmania. j'ai compris qu'à part Starmania, la comédie musicale française n'existe pas. C'est un Je peu sais ça. pas laquelle, alors Non, Notre-Dame de Paris, des choses comme ça. Oui, enfin, oui. Bah, il y a Oui. aussi des belles Oui, chansons. il y a aussi des belles Il y a chansons. aussi des belles Oui, chansons, oui. on peut pas dire Mhm. belle, nanana, nanana. Elle est jolie celle-là. Oui, c'est vrai. D'accord. Merci. Légèrement pompier, quand même, non ? Non, belle, non, il y a c'est une belle beau, mélodie. belle. Non, il y a une belle mélodie. Et ça allait bien avec l'histoire qui était racontée, etc. Après, moi, je ne l'ai pas vue en live, en vrai. Donc, je peux pas juger. Mais c'est vrai que je sais pas. Je suis plus spécialiste, disons, de la comédie musicale américaine. Allez, on a le temps pour une dernière question. Qui veut se lancer ? N'hésitez pas, c'est votre moment. Moi, je n'ai pas de questions à vous poser, mais je voulais répondre à une de vos questions. Puisque tout à l'heure, vous disiez à quoi ça sert de chanter. Moi, je vous dis, ça sert à nous faire plaisir, à Oui, nous mais il faut rendre quand même très, qu'on y très, prenne- très heureux. Oui, mais il faut quand même qu'on y prenne nous aussi du plaisir, quoi. ça, C'est le truc. sûr, Voilà. c'est sûr. Donc là, pour l'instant, moi, je préfère jouer au théâtre. Je vous ai vu, j'ai Enfin. pris également beaucoup de plaisir. Mais attention, j'adore chanter. Hein. Oui. C'est juste Oui, non, ça, l'opéra j'ai que compris. j'ai arrêté. Tout le reste, je continue à le faire. Hein. Enfin, en tout cas, moi, quand je vous ai vu sur scène, vous n'aviez pas l'air d'être trop malheureuse. Ah, mais je suis une excellente comédienne. Alors, ça doit être ça. En tout cas. Oui, nous, on a pris énormément de plaisir à vous recevoir, Nathalie Dessay. Merci beaucoup.